Bonsoir à tous. À la une de l'actualité toulousaine de ce vendredi 27 février, Gérard Bapt s'explique quant à son déplacement en Syrie, un déplacement très critiqué par la classe politique. La réforme ferroviaire et les suppressions d'emplois qui l'accompagnent inquiètent les cheminots. Enfin, dernier volet de notre série consacrée au Salon de l'agriculture. Gros plan ce soir sur Valentine. Gérard Bapt, toujours sous le feu de l'actualité. Le député PS a passé 36 heures en Syrie. Un déplacement effectué avec 3 autres parlementaires et vivement critiqué par la majorité présidentielle. Je vous propose d'écouter la réaction de Gérard Bapt, entretien enregistré en début de journée. Alors première question, Gérard Bapt, est-ce que vous aviez, oui ou non, l'accord du Quai d'Orsay pour effectuer ce déplacement et qui était prévenu finalement? Non, je n'avais pas l'accord du Quai d'Orsay, au contraire. Les conseillers diplomatiques à l'Élysée au Quai d'Orsay, que j'avais rencontrés avant pour leur faire part de cette intention, avaient tenté de me dissuader. Voilà pourquoi j'avais pris des engagements de ne pas parler d'une part à l'étranger et d'autre part de ne pas rencontrer le président Assad ni un responsable impliqué dans les opérations militaires. C'est ça, c'est-à-dire que vous étiez 4 parlementaires et vous êtes le seul à ne pas avoir rencontré Bachar al-Assad. C'était la promesse que vous aviez faite en fait. C'est l'engagement plus qu'une promesse que j'avais pris. Je suis resté à l'hôtel. Par contre, bien entendu, j'ai rencontré le président de l'Assemblée syrienne, qui est un sunnite du parti Baas, et j'ai rencontré aussi surtout le ministre des Affaires étrangères, Moallem, qui est régulièrement visité, d'ailleurs, de même que le président, par l'émissaire des Nations Unies, qui est en train d'essayer de négocier une trêve localisée sur Alep, que le gouvernement syrien a accepté et qu'il faut tenter aujourd'hui de faire accepter par la partie adverse qui est sous influence turque. Alors depuis votre rentrée en France, c'est le déferlement. Hollande et Valls ont condamné fermement cette visite. Jean-Christophe Cambadélis parle de sanctions lourdes à votre rencontre. Qu'est-ce que vous pensez de ce déferlement que vous connaissez depuis hier? Je pense que le président de la République et le Premier ministre sont dans leur rôle, puisqu'ils réaffirment la ligne officielle de la diplomatie française, qui a d'ailleurs débuté du temps d'Alain Juppé, qui n'a pas bougé depuis. C'est d'ailleurs en fonction de cela, puisque Assad est considéré comme infréquentable, que j'ai clairement indiqué que je ne le rencontrerai pas. Par contre, ils ont aussi peut-être été influencés par les premières informations selon lesquelles les 4 avaient rencontré Assad, ce qui n'est pas le cas. Vous pensez aujourd'hui que vous pouvez être exclu du PS? Non, je ne pense pas pouvoir être exclu. Par contre, je dois rencontrer Jean-Christophe Cambadélis et on me dit que je pourrais être entendu par une commission d'éthique qui existe dans les organismes du Parti socialiste. J'irai bien entendu m'expliquer. Alors pour revenir sur le fond de l'affaire, pour quelles raisons vous aviez envie de vous déplacer en Syrie? Parce que vous savez que ça fait de très nombreuses années que je m'intéresse à cette région, de très nombreuses années aussi que je me soucie du sort des chrétiens d'Orient et des autres minorités religieuses, sachant que chaque fois qu'il y a une déstabilisation, ce sont ces minorités qui sont ciblées. On l'a bien vu en Irak depuis des années, on le voit aussi en Libye et en Syrie, on le voit en Égypte. Cette préoccupation donc m'a amené, parce qu'en tant que parlementaire on ne dépend pas de l'exécutif, m'a amené à vouloir me rendre compte sur place. L'information a beaucoup porté du côté opposition armée. Elle a aussi porté ces derniers temps sur la résistance kurde syrienne, qui a d'ailleurs été coordonnée avec l'armée syrienne, il faut le signaler au passage. Et elle porte peu sur ce qui se passe à Damas. D'ailleurs, par hasard, il y avait une équipe de confrères d'une télévision publique qui était à ce moment-là à Damas. Vous avez rencontré des hommes politiques, mais également vous vous êtes rendu dans des hôpitaux. Quel climat règne actuellement en Syrie et qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous savez, je ne peux pas parler du climat en Syrie. Par contre, quand on arrive à Damas, l'étreinte de la rébellion armée a été desserrée et on n'a pas l'impression d'entrer dans une capitale, dans un État qui est sur le point de s'effondrer. On a même été choqué en arrivant par rapport à Beyrouth, de la propreté et de l'organisation de la vie urbaine.
On a été aussi frappé par la rencontre avec les dignitaires religieux. Le grand mufti accompagné des deux patriarches, le melkite catholique et le grec orthodoxe. Et il y a vraiment coexistence entre eux. Sur le plan de l'organisation de la vie civile. Et ils nous ont bien expliqué aussi que la vie religieuse en Syrie était distincte de la vie politique. C'est en quelque sorte une organisation laïque de l'État. D'ailleurs, on nous a expliqué que c'est à partir de juin 2011, lorsque le gouvernement syrien a refusé de faire entrer les frères musulmans au gouvernement, que la Turquie s'est retournée, alors même que les rapports étaient excellents, il n'y avait même plus de visa entre la Turquie et la Syrie. Et puis j'ai été frappé aussi, bien entendu, en visitant des hôpitaux. Parce que régulièrement, sur les quartiers un petit peu périphériques, tombent des roquettes. Et la veille était arrivé, notamment, parmi d'autres, 4 sœurs qui jouaient devant leur maison, qui avaient été atteintes par des débris de roquettes, dont 2, à l'évidence, avaient un pronostic vital très très péjoratif. Et vous savez, quand vous recevez des roquettes, qu'elles viennent d'un côté bon, ou étiqueté bon, ou modéré, ou d'un côté mauvais ou étiqueté mauvais, les dégâts humains, les dégâts sur les civils sont les mêmes. Aujourd'hui, le conflit est très compliqué. Si jamais Bachar al-Assad venait à être tué, ça compliquerait encore plus la géopolitique C'est un point important que vous soulevez là, parce qu'on en a entendu en Syrie, mais aussi au Liban, que si Bachar disparaissait, on se retrouverait dans une situation à l'irakienne, où chaque territoire se replierait sur ses communautés, qui seraient armées, et la Syrie serait éclatée, ce qui aurait bien entendu des conséquences en termes, d'une part, d'exode de minorités, en commençant par les chrétiens et les alaouites, mais aussi sur le Liban, qui se défend aujourd'hui difficilement face à des assauts djihadistes au sud et dans la plaine de la Bekaa. Merci beaucoup Gérard Bapt. La réforme ferroviaire entrée en vigueur en janvier va entraîner des suppressions d'emplois au sein de la SNCF. C'est ce qui ressort d'une expertise remise au comité central d'entreprise. Au moins 10 000 équivalents temps plein pourraient disparaître d'ici à 2020 sur les 150 000 emplois que compte aujourd'hui la SNCF. À Toulouse, les syndicats sont inquiets. Pascal Solaire, Alain Sorat. Stabiliser la dette du système ferroviaire qui approchait les 37 milliards d'euros en 2014, c'est l'un des objectifs de la réforme. Pour ce faire, le groupe qui réunit aujourd'hui les salariés de la SNCF et ceux d'RFF, Réseau Ferré de France, s'est engagé à réduire ses coûts en supprimant des emplois, plus précisément en ne remplaçant pas les salariés partant à la retraite. C'est dans la branche mobilité qu'auront lieu ces suppressions, à savoir les agents de conduite, les contrôleurs ou encore les vendeurs au guichet. Selon la CGT, en Midi-Pyrénées, 1300 postes ont déjà été supprimés ces 10 dernières années. Et pour les 10 ans à venir, le syndicat parle de 100 suppressions par an. Aujourd'hui, avoir une pression telle, avec toutes ces suppressions d'emplois, qui, à notre sens, peuvent impacter la sécurité de circulation, là-dessus, on est intransigeant, on demande à l'entreprise de regarder ce qu'elle fait de façon très sérieuse, en supprimant massivement des emplois tels qu'elle le fait aujourd'hui. Et après, il y a la problématique de la production au quotidien. À Midi-Pyrénées, on le sait parce que les usagers nous le disent souvent, c'est des suppressions de trains, c'est la régularité des trains. L'expertise prédit également une augmentation de la sous-traitance et une forte diminution du nombre de lignes qu'accentuera selon lui la libéralisation annoncée du transport en car, concurrent du rail. Dans notre région, la ligne Montrégeau-Luchon, jugée dangereuse et vétuste, est déjà fermée. Là où le ferroviaire ne dessert pas le territoire, bien entendu qu'il faudra desservir le territoire. Mais là où elle le dessert, continuons à garder le train. Il va y avoir la conférence climat 2015 à Paris. Tout le monde dit qu'il faut qu'on trouve des solutions. Là, maintenant, c'est urgent pour l'avenir du climat dans le monde. Mais si on continue à transférer sur la route soit des camions avec le fret ferroviaire, soit des bus, et qu'on met le train de côté, enfin, on a un souci sur comment on va pouvoir régler du côté des transports la question du climat sur les années à venir, quoi. Beaucoup de questions encore sans réponse concrète. Aussi, la CGT organise 2 débats et invite les usagers à y participer. Le 12 mars à Montrégeau pour parler de l'avenir de la ligne Luchon-Montrégeau. Et enfin, le 19 mars, c'est le financement de la réforme qui sera débattu devant la gare Matabio.
Dernier volet de notre série consacrée au Salon de l'Agriculture qui se tient à Paris jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la race gasconne et plus particulièrement à l'une des stars du salon, Anaïs Touré. Au Salon de l'Agriculture, au milieu des vaches de race gasconne présentes sur le ring, il y avait Valentine. Arrivée tout droit de Haute-Garonne, cette jolie vache, égérie du Salon 2012, défilait à nouveau devant le public parisien pour le plus grand plaisir de son propriétaire. Valentine, en plus, qui a déjà été la star du salon et qui représente encore la race à merveille. Je pense que ce ne sera certainement pas son dernier salon, ni son dernier concours encore, parce qu'elle a encore de l'avenir devant elle. Elle est tellement belle que je pense qu'elle pourra encore faire quelque chose dans des concours. Mais pour être le grand vainqueur, l'animal de race gasconne doit correspondre à plusieurs critères et les pointeurs ne laissent rien au hasard. Sur cet animal, par exemple, vous avez un port de corne qui est intéressant et surtout le tour des yeux noirs qui font partie des caractères de race que l'on recherche à la gasconne. La couleur et la largeur du mufle et la robe. Nous avons attribué une couleur type pour nous et la couleur de la robe est notée aussi dans les qualités de race avec également l'harmonie de l'animal. Des exigences qui sont donc dignes de celles d'un défilé de mode. Le TFC navigue en eau trouble en cette fin février. À 12 journées de la fin du championnat, le club, entraîné par Alain Casanova, flirte avec la zone de relégation. Objectif victoire donc au moment d'affronter l'AS Saint-Étienne samedi soir au Stadium. État des lieux avec Samuel Prieur. Tous unis pour le maintien, plus que jamais, le Toulouse Football Club aura besoin de ses supporters les plus fidèles samedi à 20 h pour affronter l'AS Saint-Étienne. Face aux Verts, 5e de la Ligue 1, Toulouse tentera une nouvelle fois de s'éloigner de la zone de relégation. Actuellement 17e du championnat, mais virtuellement relégable puisqu'Évian possède un match de retard. Les Violets seraient bien inspirés de se faire respecter à domicile, eux qui restent sur une série de 4 matchs sans défaite au Stadium. À noter qu'aucun supporter stéphanois ne fera le déplacement, l'ensemble des groupes de supporters ayant décidé de boycotter ce match en raison de la limitation du parquage à 100 places. À noter également qu'Étienne Didot et Ali Hamada, respectivement touchés au tendon d'Achille et à l'épaule, sont forfaits samedi soir. Suite à leur revers 3-1 face au Paris Saint-Germain, leur 14e défaite de la saison, les joueurs d'Alain Casanova aimeraient obtenir leur 9e victoire. Réponse à l'issue de cette 27e journée de Ligue 1. C'est ainsi que s'achève cette édition. Excellent week-end à tous.